Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en direct sur 8 Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 25 mars 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, je recevrai Virginie Reitzer, déléguée générale du Club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Lucie Leno, la gérante du Lulubutine, sera là pour sa rubrique beauté. Et du sport, comme chaque lundi, on parlera water-polo avec l'entraîneur du Cercle des nageurs d'Aix-les-Bains. Mais avant toutes ces réjouissances, vous le savez, vous avez l'habitude, j'ai le plaisir d'accueillir Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. On va parler du journal qui sera juste après cette première partie, journal de ce 25 mars 2019 avec un triste anniversaire, l'accident du tunnel du Mont-Blanc. Oui, l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, c'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 24 mars 1999. 39 personnes avaient perdu la vie dans l'incident déclenché par l'embrasement d'un camion au kilomètre 6 du tunnel du Mont-Blanc. C'est toi qui t'es rendu sur place pour assister à cette cérémonie et puis une belle initiative de la part de la Banque alimentaire de Chambéry. Alors c'est la Banque alimentaire de Cranfsal en Haute-Savoie cette fois-ci qui a lancé un atelier de fabrication de confiture. Elle avait lancé un appel aux dons de pots de confiture. Et bien là, elle s'est lancée, ça y est, dans la fabrication. C'est pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Elle utilise les fruits qui ne sont pas distribuables pour fabriquer ces confitures. On verra un reportage de Camille Rivollet. On enchaîne avec notre revue de presse. On commence avec du sport et du patinage artistique. Oui, le sport, c'est lundi, c'est ta spécialité, Seb. Alors, je voulais revenir sur ce titre, ce nouveau sacre pour les champions Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron, les désormais célèbres patineurs qu'on ne présente presque plus. Ils remportent presque tout depuis plusieurs années et ils ont été sacrés ce samedi champions du monde pour la 4e fois en danse sur glace. C'était à Saitama au Japon. Ils ont aussi été sacrés champions d'Europe pour la 5e année consécutive il y a quelques semaines. Et d'après notamment donc, cette interview que j'ai lue dans l'équipe, ils sont très contents de cette saison post-olympique, post-Jeux olympiques. On se souvient de leur médaille d'argent aux Jeux olympiques en 2018. Ils avaient terminé 2e derrière les Canadiens Scott Moyer et Tessa Virtue après un malencontreux incident de robe pour Gabriela Papadakis, on s'en souvient. Donc dans ces championnats du monde, ils battent encore un record en obtenant plus de 200 points, 222,65 points exactement. C'est la seule médaille pour la France, puisque dans ces championnats du monde, Vanessa James et Morgan Cypress, qui prétendaient alors en couple, ont terminé seulement à la 5e place après une violente collision. Une collision pour Vanessa James à l'entraînement juste avant leur programme court. Puis une jolie histoire, un portrait, celui de Charline, une coiffeuse qui vient en aide au sans domicile fixe à Annecy. C'est un vrai exemple de solidarité. Elle s'appelle Charline, tu l'as dit, elle a 21 ans. Elle est coiffeuse professionnelle et elle a décidé de mettre son métier au service de ceux qui sont dans le besoin. Pendant ses jours de congé, elle parcourt les rues d'Annecy et elle propose ses services aux sans-abri, à ceux qui le désirent, une coupe de cheveux gratuite. Donc Charline fait des maraudes, comme les associations qui viennent en aide à ces personnes qui vivent dans la rue. Et toutes les personnes qu'elle rencontre n'acceptent pas forcément cette coupe, mais Charline prend en tout cas le temps de discuter avec elles, de leur offrir un café ou des produits d'hygiène. Elle fait tout cela bénévolement depuis le mois d'octobre. Et elle évoque dans cette interview donc pour l'essor savoyard que ce n'est pas qu'une simple coupe de cheveux, ça peut apporter de la confiance, peut-être même une motivation parfois pour retrouver un emploi. Et elle n'est pas la seule à offrir ses services puisque la jeune coiffeuse fait partie du collectif Coiffe in the Street. C'est un mouvement qui existe depuis 1 an et qui compte une 15aine de coiffeurs bénévoles partout en France. Très jolie initiative en tout cas. Avec toi, Sam, on parle d'un ex-président à Talloires. Oui, un gros coup réalisé par les organisateurs de la fête du livre de Talloires. François Hollande, qu'on voit à l'image, l'ancien président de la République, sera présent sur les bords du lac d'Annecy les 25 et 26 mai prochains pour présenter son livre à succès, Les leçons du pouvoir. Il y a fort à parier que la venue de l'ancien chef de l'État devrait attirer la foule du côté de Talloires justement pour cette fête du livre. Et ça ne vous aura peut-être pas échappé. Les élections européennes auront lieu ce fameux week-end du 25-26 mai. J'imagine donc que François Hollande aura donc certainement plein de choses à dire pour ce festival. Rendez-vous pris 25-26 mai du côté de Talloires. On va sûrement en reparler. C'est noté en tout cas. Et puis un record pour Glisse en Cœur. Oui, Glisse en Cœur, on en a beaucoup parlé avant l'événement. La semaine dernière, événement qui s'est tenu donc de vendredi à dimanche. La plus grande course caritative de montagne en France a récolté cette année 608 116 € de dons
d'euros pour cette édition 2019. De l'argent qui viendra en aide aux deux associations mises à l'honneur cette année, l'association Grégory Le Marchal et l'association Étoile des Neiges. Tu avais reçu sur ce plateau la présidente Marianne Bréchu, deux associations qui luttent contre la mucoviscidose. On rappelle, les équipes inscrites n'ont donc pas failli lors de ce relais à ski pendant 24 heures sur les pistes du Chinaillon au Grand Bornand. Donc félicitations à tout le monde et bravo. On en reparlera aussi dans le journal tout à l'heure. Avec quelques images. Merci Victoria. Merci, ça va tout à l'heure. Allez, première rubrique de ce soir dans l'actu. Et je reçois ce soir Madame Virginie Reiser. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes la déléguée générale du Club des entreprises de l'Université Savoie-Mont-Blanc. Avant toute chose, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le Club des entreprises de l'USMB? Alors, c'est une association très ancienne puisqu'elle est née en 1991. Une association de chefs d'entreprise et de responsables de différents territoires de la région qui a pour mission de créer du lien entre le monde universitaire et le monde de l'entreprise. C'est forcément lié, le monde de l'entreprise et le monde universitaire? Justement, non. Et donc, tout l'art consiste à créer du réseau avec deux univers qui se connaissent en fait assez mal, même si l'un est destiné à aller travailler dans l'autre un jour, puisqu'il s'agit des étudiants qu'on va essayer de sensibiliser au monde du travail. Mais en tout cas, c'est un challenge absolument passionnant et sans cesse renouvelé. Aujourd'hui, vous revendiquez combien d'entreprises justement au sein de ce club? Alors en fait, au sein du club, on a une centaine de membres qui sont des mécènes de notre action. C'est-à-dire que les mécènes de notre action, les membres du club sont en fait des gens qui financent l'activité de cette association, le personnel qui y travaille et surtout les projets que nous développons. Et par ailleurs, nous avons à peu près 20 000 contacts entreprises référencés dans notre outil de gestion de contacts, ce qui représente à peu près 11 000 entreprises dans la région. Vous parlez de projets. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de projets actuels ou passés ou à l'avenir que vous mettez en place? Alors on met en œuvre énormément de choses. Déjà une collection d'une dizaine d'événements par an, donc, dont le plus connu est la semaine emploi et entreprise qui a lieu chaque année au mois de novembre et qui remplace les cours pendant une semaine avec 300 professionnels qui viennent témoigner devant les étudiants dans des conférences, des ateliers, des tables rondes, un forum des stages, plusieurs forums des stages d'ailleurs aujourd'hui, puisqu'il y a également des forums des stages virtuels et des forums des stages sur les différents campus de l'université. Un gros job dating de l'alternance qui va avoir lieu au mois de mai, là très bientôt, et qui rassemble l'année dernière 160 entreprises, 850 missions en alternance proposées aux étudiants, donc c'est un très gros route. Des conférences métiers qui sont organisées dans les différentes écoles, des déjeuners avec des DRH, des masterclass, tout récemment une table ronde sur les métiers de femmes, donc on a, puisque c'était le mois de mars, donc on a traité cette année le sujet des femmes en politique. Enfin voilà, etc. Il y a toute une collection d'événements. Et puis après, on a un certain nombre d'actions de fonds qui sont menées toute l'année, puisqu'on recueille évidemment les offres de stage, les missions et projets, les jobs étudiants, les jobs de jeunes diplômés auprès des entreprises. Donc on envoie énormément de documents de promotion des filières universitaires de l'Université Savoie-Mont-Blanc auprès des entreprises pour qu'elles aient le réflexe d'embaucher plutôt des étudiants issus de l'Université Savoie-Mont-Blanc que d'aller les chercher à l'autre bout du monde. Alors le 28 mars, donc ce jeudi, vous organisez une table ronde sur un thème bien précis, quand les difficultés de recrutement mettent en difficulté les entreprises. Qu'est-ce que vous entendez par là? Alors en fait, ce qu'on entend par là, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup justement dans notre métier, c'est que paradoxalement, les entreprises de Savoie sont plutôt dans un écosystème très favorable. C'est le paradis ici, tout le monde rêve de venir vivre en pays de Savoie. L'économie est très florissante, il y a de très belles entreprises dans tous les secteurs d'activité, que ce soit en Savoie ou en Haute-Savoie. Et malgré tout, les DRH que nous connaissons bien maintenant, puisqu'on les invite énormément dans nos événements, se plaignent de difficultés de recrutement dans certains secteurs d'activité, dans certains types de métiers, et indépendamment de l'attractivité de ce territoire. Donc on s'intéresse à cette question et on se pose la question notamment de savoir comment les organismes de formation et notamment l'Université Savoie-Mont-Blanc est à même de répondre à ces difficultés. Quelles sont justement ces principales difficultés que vous entendez? Alors en fait, elles sont de plusieurs ordres. Évidemment, une des premières, c'est la proximité de la Suisse qui favorise l'évasion. Vers un pays quand même relativement proche avec des conditions de travail qui pourraient paraître intéressantes. Je le mets au conditionnel parce que certains en reviennent. Du fait de la proximité de la Suisse et du nombre de frontaliers, un coût de la vie relativement élevé qui fait que les gens qui arrivent ici pour travailler, répondre à des offres d'emploi sont quelquefois un peu étonnés par le niveau des prix, la difficulté de se loger.
notamment. La difficulté peut-être de trouver un emploi pour le conjoint. Et puis après, les difficultés de la vie au quotidien ici qui sont quand même relativement importantes, c'est-à-dire la mobilité qui n'est pas forcément facile, puisque c'est le corollaire de l'attractivité, on est de plus en plus nombreux et on se déplace difficilement, on se loge difficilement. Les pays de Savoie ont une croissance exponentielle de nombre d'habitants. Et de ce fait, il y a plein de raisons qui sont exogènes en fait à l'entreprise. Après, vous pouvez avoir aussi des entreprises qui ont une marque employeur plus ou moins développée. Vous avez des secteurs d'activité qui sont plus ou moins sexy pour les étudiants. Et donc, il faut aussi que certains types d'entreprises apprennent à séduire davantage. Ça reste une situation totalement paradoxale, puisqu'il y a environ 2-3 semaines, j'ai reçu sur ce plateau à votre place, coup sur coup, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises de Savoie, Oui. le directeur territorial de Pôle emploi. Savoie et tous les deux m'ont dit, voilà, vous l'avez dit, on est dans une région attractive, le recrutement se porte parfaitement. C'est-à-dire que le taux de chômage est bas. Comment on peut expliquer justement ces deux discours? C'est-à-dire que les entreprises, elles vous font part de difficultés sur certains types de métiers. Bien sûr, le taux de chômage est bas, mais c'est pas parce que le taux de chômage est bas que les entreprises n'ont pas des difficultés de recrutement. C'est le contraire. Elles ont des postes non pourvus. Bon, on va avoir, lors de notre table ronde de jeudi prochain, une table ronde qui est organisée à l'occasion de notre Assemblée générale. Au Bourget du Lac. Voilà, un certain nombre de recruteurs qui vont témoigner, et notamment, par exemple, la représentante d'un cabinet de recrutement, la directrice également du MEDEF de Savoie, un certain nombre de DRH, notamment celui du Crédit Agricole des Savoies, M. Falala. Enfin, tous ces gens vont venir expliquer sur quel type de métier ils ont des difficultés à trouver des employés. Ce qui va ressortir, à mon avis, du débat, il n'a pas encore eu lieu, mais ce qui va ressortir, c'est qu'on a souvent besoin de personnel dans des niveaux, on va dire, de Bac+2, Bac+3, ou dans des métiers technologiques, et que, effectivement, beaucoup d'étudiants sortent avec des masters ou des... C'est-à-dire quoi, ils sont trop qualifiés? Ça pourrait être quelquefois, c'est pas qu'ils sont trop qualifiés, c'est qu'ils veulent ils veulent faire durer leurs études le plus longtemps possible et entrer sur le marché du travail tout à la fin de leur cursus, alors que les employeurs seraient d'avis de les faire rentrer, par exemple, à Bac+2, Bac+3, après un DUT ou une licence pro, de les laisser travailler quelques années, et nous, l'université, nous pourrions les récupérer quelques années plus tard, avec une VAE à la clé, par exemple, pour venir terminer un cursus plus important, un peu comme le font certains pays étrangers. La Suisse pratique très bien ce genre d'aller et venue entre l'école et les milieux professionnels. Merci beaucoup, Virginie Reiser. On rappelle la date, l'heure de cette table ronde. C'est jeudi 28 mars à 12h30 à l'issue de notre Assemblée générale sur le campus de Savoie Technolac à Polytech. Merci beaucoup. Voilà. À bientôt. Au revoir. Allez, on enchaîne avec notre rubrique Bonne idée. Et j'accueille Lucie Hainaut, la gérante de la boutique La Bonne Adresse de Lubutine. Salut Lucille. Bonsoir. Alors, ce soir, la dernière fois on a parlé des labels. Ce soir, on va parler des ingrédients et plus précisément des étiquettes. Ce qui se cache derrière ces étiquettes. Oui, tout à fait. Pourquoi ce choix? On est tous d'accord pour se dire qu'on ne comprend pas ce qui est écrit sur les listes Forcément. de nos produits. Ces termes techniques, chimiques, là. C'est incompréhensible. Donc, je vais essayer de vous donner mes astuces ce soir pour faire un gros tri dans sa liste de produits de beauté. Donc, déjà, il y a une règle impérative. Les fabricants de produits cosmétiques sont obligés d'inscrire tous les ingrédients sur une liste qu'on va appeler une liste INCI. INCI pour International Nomenclature of Cosmetic Ingredients. Exactement. Obligatoire depuis 1998 en Europe. Tout à fait. Je me suis renseigné. Bravo, Sébastien. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse liste? Donc cette liste INCI, elle répertorie tous les ingrédients dans l'ordre décroissant. Donc les 4-5 premiers ingrédients qui composent cette liste veut dire que ça représente à plus de 80% le produit. Donc ça veut dire que ça représente l'essentiel de son produit. Les ingrédients qui vont être notés en fin de liste sont quasiment inexistants. Donc mais c'est quand même obligatoire. Mais c'est quand même obligatoire. Donc là, j'ai pris un premier exemple. J'ai pris un baume onctueux nourrissant au beurre de karité. Donc le karité, c'est l'essentiel de ce produit, c'est ce qu'on me dit. Si je le retrouve en fin de liste, ça veut dire qu'on n'a quasiment pas de karité, qu'on m'a vendu un faux produit. Donc ça serait de la publicité mensongère? Ce serait du mensonge. Si je le repère en tout premier, ça veut dire que c'est un produit qui est fait essentiellement à base de karité. Donc je regarde la liste INCI, ingrédients, et là je vois noter en tout premier le karité. Donc la règle de base, elle est là. Les produits en tout premier représentent la majorité du produit. Cette liste est écrite principalement, écrite en latin.
Donc, c'est incompréhensible. Mes astuces pour repérer, éliminer les mauvais ingrédients, ça va être déjà de repérer les noms écrits en grosses lettres. Donc, les grosses lettres type PPG, PEG, ce sont en fait des ingrédients issus de la chimie lourde qui sont extrêmement polluants pour la planète. Donc ça, on évite. On évite, on met de côté. Deuxième chose, si on voit écrit pétrolatum, paraffine, de nouveau, on met de côté. C'est des huiles minérales. Huiles minérales, c'est des huiles pétrochimiques, donc très mauvaises pour la santé. Donc il y a une règle qui est assez générale qui marche pour l'ensemble des produits. Si on voit écrit des noms en latin, ça veut dire que ce sont des produits naturels. Si on voit écrit des noms en anglais... Encore faut-il avoir fait du latin. Oui, encore faut-il. Donc là, il faut pianoter, se renseigner un peu plus pour décrypter tout ça. Les noms en anglais sont des substances chimiques. Voilà. Donc on va dire que plus la liste d'ingrédients est courte, mieux c'est. On a quand même une nuance dans les produits naturels. C'est qu'on peut avoir que 5 produits ingrédients dans une liste INCI, mais on voit écrit 10 ingrédients derrière. En fait, les 5 derniers ingrédients, qui sont les moins présents dans le produit, sont des composants même des 5 premiers ingrédients. Donc voilà, toutes ces choses-là sont bien à savoir, à noter pour décrypter sa liste d'ingrédients. Est-ce qu'on est obligé de croire tout ce qui a marqué? Parce qu'en fait, on peut se rendre compte qu'on peut mettre ce qu'on veut. Non, il y a quand même des obligations. D'accord. On ne peut pas faire n'importe quoi avec la liste INCI, on peut y croire, sauf qu'il faut vraiment se renseigner derrière chaque ingrédient qu'il y a noté. Alors là, peut-être que tu vas me dire qu'il y a plus simple pour décrire ces étiquettes que de faire toutes ces recherches. On est en 2019, voilà. À l'heure du numérique, à l'heure du téléphone portable. Tu as déjà scanné ton produit. J'imagine que les gens qui nous regardent connaissent forcément ce type d'application. On va en citer une, la plus connue, Yuka. Il y en a d'autres. Qui marche aussi pour les aliments. INCI Beauty, Clean Beauty, il y en a de plus en plus, c'est extrêmement à la mode, donc beaucoup de personnes surfent sur ces applications donc, à beauté. mode, mais pas forcément... Mais pas forcément bien, hein, si j'en parle, c'est qu'il y a sûrement un hic dans tout ça. Donc là, on voit que les produits sont notés sur 20, et vous avez en fait les ingrédients qui sont répertoriés par couleur. Donc en fait, du vert au rouge, donc du bon au mauvais. Le problème avec ces applications beauté, c'est qu'elles sont trop récentes. Elles ont une banque de données bien trop faible pour répertorier toute la liste d'ingrédients et naturels et synthétiques. Donc c'est un premier point qui pêche. Une banque de données satisfaisante ferait planter l'application. Ensuite, ces applications, elles sont créées par des personnes qui sont absolument pas dans la cosmétique. Justement, j'allais te demander. Voilà. Qui se cache derrière ces applications? Des startups, par exemple. Ou alors, tu as des marques de produits qui créent leurs applications, donc dans le but de rediriger le consommateur sur leurs produits. Et de se donner un peu bonne conscience. Donc on note un problème de transparence. Ensuite, comme je disais, on a des notes sur 20, mais qui note ces produits? Ça peut être n'importe qui sur certaines applications qui notent ces produits. Des personnes qui sont absolument pas spécialisées dans la cosmétologie, qui ne connaissent pas du tout la bioformulation des produits. Ça peut être aussi des concurrents qui notent un produit dans le but de le décrédibiliser, voilà. Ou alors des blogueuses. On a beaucoup de témoignages de blogueuses qui ont été appelées par ces applications pour noter les produits sous un partenariat. Donc là, on note un autre problème de transparence. Donc mon conseil, ça va être de ne pas suivre les résultats des applications beauté. Là, on voit typiquement le kaolin, voilà, l'eau, etc., avec une note de 15,5 sur 20, c'est un peu flou. On se demande vraiment pourquoi ce 15. Voilà. Donc lisez, il faut lire vraiment la liste de ces ingrédients qui est extrêmement délicate. Rien ne remplacera l'homme pour décrypter tout ça. Et il faut vraiment se diriger vers des personnes dont c'est le métier, qui savent de quoi elles parlent. Surtout que un produit de beauté, ça correspond à une personne, un type de peau et un besoin précis. On a l'impression qu'il y a une espèce de surenchère là, avec ces applications. Il y a toujours des surenchères dans les effets de mode, de tendance, à qui fera le mieux au plus simple et le plus séduisant pour les personnes. On est dans un phénomène de simplicité où on a besoin d'avoir des informations rapidement à l'heure actuelle. Et c'est bien dommage parce que tout est fait trop rapidement et justement derrière c'est bien trop léger. Merci beaucoup, en tout cas, Lucie, pour ces conseils avisés. À bientôt. À bientôt. Allez, nous sommes lundi. Nous allons donc parler sport.
Pas d'invité en plateau ce soir, mais pas mal de choses à voir. On va commencer avec la saison des sports d'hiver qui touche tranquillement à sa fin avec traditionnellement les championnats de France. En ski alpin, ils ont lieu du côté d'Oron et Isola 2000 dans les Alpes-Maritimes. Vous avez pu d'ailleurs les suivre ce matin sur votre chaîne préférée en direct. Pas de grosses surprises, les favoris ont répondu présent. Chez les hommes, Maxence Musaton s'impose en descente, Johan Claret en Super G et Alexis Pinturo remporte un nouveau titre en géant. Chez les femmes, c'est Roman Miradolic qui remporte le titre en Super G et Tessa Worley sacrée en géant. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Tessa Worley et Alexis Pinturo après leurs courses respectives. Voilà, non, je suis juste contente aujourd'hui de revivre ça et puis de clôturer la saison de géant de cette manière. Et voilà, c'est important et en plus, ce sont des belles courses, donc je suis contente d'avoir skié, voilà, d'avoir fait de belles manches et d'avoir gagné la course. Je me sentais plutôt bien, j'étais très heureuse d'être ici. C'est vrai que c'est des conditions qui sont super, il fait grand beau. En plus, les conditions de neige étaient excellentes, donc non, j'étais motivée, j'étais vraiment contente à bloc, quoi. J'avais envie d'aller gagner cette course. Et championnat de France, pour moi, c'est ça. C'est un endroit où je viens pour dire merci pour les gens qui nous supportent, la fédération, bien sûr, et puis après les organisateurs qui ont envie et à cœur de faire un bel événement pour plaire à tout le monde. Les gens qui nous supportent, qui viennent nous voir au bas des pistes, qui viennent justement nous voir aussi au tirage au sort des dossards, aux remises des prix, les jeunes qui aussi qui ont des paillettes dans les yeux. Et voilà, c'est pour tout ça. Et donc un grand merci à eux. Et puis ces championnats de France avaient une saveur particulière pour un athlète en particulier. Thomas Fanara, le skieur de Pras-sur-Arly, a officiellement pris sa retraite sportive ce week-end après un dernier tour de piste. On l'écoute. J'avais plus beaucoup d'énergie en cette fin de saison avec toute l'émotion, la charge émotionnelle à gérer et tout. Et puis voilà, clairement ils étaient plus forts que moi aujourd'hui. Sur la partie haute, là, le plat, je sentais que j'avançais pas beaucoup. Mais bon voilà, c'est comme ça. Je profite, j'ai plein de mots gentils de tout le monde. Donc voilà, je les remercie. C'est l'occasion de profiter encore d'une course avec les collègues, avec les coachs. Et voilà, maintenant je vais passer de l'autre côté de la barrière, être supporter de leur premier supporter. Et puis voilà quoi. C'est cool, c'est une tournée d'adieu que je trouve quand même réussie. Et voilà, il y a eu plein de belles choses cet hiver, plein de bons résultats. Donc voilà, je ne pouvais pas franchement rêver mieux pour arrêter ma carrière. Après, c'était l'objectif. Et puis lui aussi a pris sa retraite. Simon Fourcade a annoncé ce dimanche qu'il mettait un terme à sa carrière. Le biathlète catalan, licencié à Villard-de-Lans, raccroche après presque 15 ans de haut niveau, marqué notamment par 5 médailles mondiales et un petit globe de cristal. On continue avec du sport collectif à présent et du water-polo. On va parler d'Aix-en-Savoie, club de National 1, la 2e division. J'ai pu interviewer dans l'après-midi Jean-Sylvain Carcenti, l'entraîneur savoyard. Je vous propose de l'écouter. Jean-Sylvain Carcenti, bonsoir. Bonsoir. Alors on peut dire que la saison se passe plutôt bien pour vous et vos joueurs d'Aix-en-Savoie, puisqu'après 11 matchs de championnat, vous comptez 9 victoires et 2 matchs nuls. Vous êtes aujourd'hui en tête du classement, invaincu. Est-ce que très franchement, vous vous attendiez à de telles performances ? Alors l'objectif en début de saison, c'était de viser la première place. Donc oui, on espérait quand même un petit peu, même beaucoup, ces résultats-là. Qu'est-ce qui a changé par rapport aux saisons précédentes ? On a essayé de garder un groupe, on a essayé de garder le même groupe déjà. Donc il y a eu quelques changements, il y a eu 2-3 changements par saison. 2-3 arrivées, 2-3 départs, quelques arrêts, mais globalement, on a gardé 75-80% de l'effectif. C'est selon vous un des gages qui fait que vous avez pu rester sur une dynamique positive ? Oui. Parce qu'on est parti avec de jeunes joueurs, du coup ils ont même progressé depuis 2-3 ans qu'ils sont chez nous. Et ça fait évoluer l'effectif au complet, quoi. Ça et le fait que Reims, qui a été plusieurs fois champion de France les années suivantes, soit monté en élite, nous a libéré la place de premier. Alors aujourd'hui, il reste 9 matchs à disputer. Est-ce que vous avez le sentiment d'être encore plus attendu cette saison dans les différents bassins là, quand vous êtes en déplacement, avec cette étiquette d'équipe favorite ? Bien sûr. Déjà, le fait qu'on soit premier, ça incite les adversaires
à vouloir nous battre. Et la deuxième raison, comme on est invaincu, voilà, c'est qui arrivera à faire tomber la tête du leader en premier. On peut clairement le ressentir. Est-ce que vous, au plus profond de vous, est-ce que c'est un objectif de terminer cette saison invaincue ou alors vous signez tout de suite pour une première place et un titre? Ouais, on signe pour la première place. La première place et le titre. Après, bon, vraiment, si on arrive à être invaincu, bah, tant mieux. Ça sera qu'un point positif de plus, mais vraiment l'objectif prioritaire, c'est de finir premier. Alors la saison est encore longue, hein. On sent néanmoins une véritable sérénité chez vous, chez le staff et puis surtout chez vos joueurs. Oui, ça se passe plutôt bien. Hein. Après, il faut qu'on garde à l'esprit qu'on a quand même fait 2 matchs nuls. Notamment un qui fait un petit peu tâche contre la Lanterne Rouge à domicile. Ouais, c'est ça. Donc du coup, voilà, ça nous laisse en alerte quand même, quoi. On sait qu'à tout moment on peut déjouer si collectivement on n'est pas tous ensemble, si on n'est pas tous sur le bon tempo le même soir, quoi. Avec un tel classement, l'objectif en fin de saison, vous l'avez dit en début d'interview, l'objectif il est clair, c'est le titre. Oui, c'est le titre. On l'a annoncé en début de saison, on continue à l'annoncer. Maintenant, il va falloir aller le chercher. C'est clair. Si sportivement, vous obtenez ce titre en fin de saison qui vous permettrait de monter en élite, est-ce que vous serez en mesure de monter en championnat élite? Question assez claire, est-ce que d'un point de vue structurel, le club est à l'écoute des franges pour évoluer en élite? Si on finit premier, il y a 2 paramètres qui vont être importants à prendre en compte pour notre accession. La première, donc, ça va être le budget, le nerf de la guerre. Et la deuxième chose, ça va être les petits points réglementaires tels que construire une équipe U20, moins de 20 ans, qui a un championnat parallèle en élite. Donc, c'est-à-dire que les 2 équipes se déplacent en même temps au même endroit et l'équipe réserve joue en premier. Donc, c'est les moins de 20 ans. Et ensuite, l'équipe première. Donc, nous, il va falloir qu'on arrive à constituer une équipe de moins de 20, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas, avec les jeunes du club. Donc, ça va être les 2 points les plus importants pour la suite. Est-ce qu'aujourd'hui, on est au mois de mars, mi-mars, est-ce que vous êtes, en tout cas, on sait que sportivement, ça va bien, est-ce que vous êtes confiant pour ces 2 points que vous venez d'évoquer, le budget et la création d'une équipe U20 éventuellement? On y travaille. Donc, plutôt sportivement, l'équipe de moins de 20, on a les moins de 15 de cette année qui vont passer en moins de 17 et donc en moins de 20. Donc on pourra s'ils se réinscrivent au club, s'ils continuent dans la même dynamique de vouloir progresser, on devrait avoir une équipe moins de 20. Dernière chose, donc week-end prochain match contre Denain, c'est ça? L'équipe de milieu de tableau? Demain, samedi. Avec, on imagine la victoire, enfin en tout cas l'objectif de la victoire au rendez-vous. Oui, l'objectif de la victoire, on va faire attention, il y a de la route, c'est un déplacement assez long, mais voilà, l'objectif c'est d'aller conforter notre place de. Merci beaucoup Jean-Sylvain de nous avoir consacré quelques minutes. On essaiera de venir faire un match d'ici la fin de saison à Aqualac. Ouais, avec plaisir. Merci beaucoup. Sinon, tu vous remercie. À bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir. Une dernière information avant d'accueillir Victoria pour les titres du journal. Le parcours du 71e Critérium du Dauphiné a été dévoilé ce lundi matin du côté de Lyon. La course de 8 étapes partira du Cantal le 9 juin pour arriver en Suisse à Champéry le 16. 3 étapes concernent Savoie-Mont-Blanc, la 6e avec une arrivée à Saint-Michel-de-Maurienne, la 7e et donc la 8e et dernière étape qui ralliera Cluses en Haute-Savoie à Champéry. Allez Victoria de retour pour les titres du journal. On parlera notamment d'un triste anniversaire. L'anniversaire de l'incendie du tunnel du Mont-Blanc, c'était il y a 20 ans, presque jour pour jour, le 24 mars 1999, un incendie qui avait fait 39 morts. Et puis une bonne idée pour ne pas jeter les fruits un petit peu abîmés. Du côté de la Banque alimentaire de Cranfsal, un atelier de confiture s'est mis en place il y a quelques semaines pour éviter le gaspillage, pour éviter de jeter les fruits qui ne sont pas distribuables. Merci beaucoup Victoria, tout de suite c'est l'heure de la pub, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal préparé par la rédaction. A tout de suite.